Moi, ce que je voulais faire, c'était partager les quelques motivations que j'ai eues à co-organiser cette journée et à la création de ce centre qu'on est en train de lancer sur 3 thèmes. D'abord, l'importance de la notion de changement et de transformation. La démarche interdisciplinaire et ouverte sur la pratique. Et ensuite, une interdisciplinarité qui est spécifique dans la mesure où les sciences religieuses occupent une place centrale dans un dialogue avec le reste des sciences humaines. Alors, sur la notion de changement et de transformation, je ne souhaite pas empiéter sur la présentation d'Alexis, qui explorera en détail les différentes dimensions que peut recouvrir cette notion. Je voulais partager simplement une observation personnelle. J'ai été agréablement surpris par l'enthousiasme suscité par cet axe de réflexion chez les intervenants lors des différentes discussions que j'ai eues avec vous. Manifestement, cette question du changement personnel, de la transformation des individus, du changement social, a trouvé un écho fort auprès de vous. Et je suis ravi de l'ampleur des réponses positives. On a eu trop de réponses positives. On a déjà des gens pour l'année prochaine. Enfin, c'est... Voilà. Je ne prétends pas, évidemment, expliquer les raisons de cet engouement, faire une sociologie des académiques de comptoir. Mais ce que je peux au moins constater, c'est qu'il y a une intuition qui est partagée, à savoir celle que nous vivons actuellement dans une période de transformation majeure. C'est une transformation qui est palpable, bien que ses directions et ses moteurs reste incertain. Est-elle impulsée par la technologie, par des dynamiques internes de nos sociétés, par des changements idéologiques? Est-elle porteuse d'espoir ou doit-elle nous inquiéter? Ce que je constate, c'est qu'elle traverse nos vies d'une manière profonde, bien plus que ce dont je pouvais me souvenir il y a une quinzaine d'années. Et c'est pourquoi je crois qu'il est essentiel pour les académiques de s'emparer de ce sujet dans un moment qui est si particulier. Sur l'approche interdisciplinaire qui sous-tend ce projet, je m'exprime en tant qu'universitaire. Je crois que nous sommes tous conscients des risques auxquels nous sommes confrontés, celui d'être enfermés dans une double bulle. La première bulle, c'est celle qui nous isole du praticien, du quotidien, en somme de tout ce qu'on désigne par ces termes génériques, ce qui nous sépare, nous, dans notre tour d'ivoire. Cette tour d'ivoire qui confère à l'université une certaine autonomie intellectuelle, qui lui permet de s'affranchir de préjugés, de fausses évidences, mais qui peut également devenir un piège. Elle risque de nous couper des préoccupations concrètes et des réalités du monde. Elle risque de nous entraîner vers un intellectualisme contre-productif pour une véritable démarche intellectuelle. Face à cela, il y a toujours eu au sein de l'université des impulsions visant à briser cette barrière. On peut penser par exemple à de grands mouvements comme la déclaration de Michael Borroway en faveur d'une sociologie publique, ou encore à des initiatives très ciblées, comme les travaux menés en France dans les domaines spécifiques comme la criminologie avec le Centre de délinquance des mineurs de Vaucresson, où travaillaient des praticiens et différentes disciplines des sciences humaines. Ces initiatives témoignent d'une volonté récurrente d'installer un dialogue plus riche entre la théorie et la pratique. C'est précisément ce type d'impulsion qui anime la démarche et le positionnement du centre. Nous souhaitons construire des passerelles entre l'université et le monde extérieur, entre l'intellect et l'action, afin que cette approche interdisciplinaire soit réellement ancrée dans les réalités humaines et sociales. À l'intérieur de cette première bulle qui sépare le monde académique de la pratique se trouve une autre série de bulles. Les disciplines académiques elles-mêmes, les traditions, les programmes de recherche, les cadres théoriques qui se développent souvent de manière autonome, créant des barrières qui isolent parfois les champs les uns des autres. La deuxième impulsion derrière la création de ce centre est donc d'offrir un prétexte et un espace pour permettre à ces bulles disciplinaires de communiquer entre elles autour d'un sujet. L'objectif est d'instaurer un lieu de dialogue aussi hétéroclite que possible, sans briser les possibilités de communication. Il s'agit de tenter une hybridation autant que cette hybridation est possible. Bien entendu, les disciplines et traditions académiques ne sont pas isolées par hasard. Andrew Abbott a fait une démonstration magistrale de leur utilité. Elles facilitent les échanges au sein des communautés respectives, elles structurent le marché de l'emploi, elles limitent les risques de malentendus. Ainsi, si mon expérience de l'interdisciplinarité peut servir d'indicateur, je suis certain qu'aujourd'hui nous aurons des quiproquos. Quand nous venons de traditions différentes, nous n'utilisons pas les mêmes mots de la même manière, nous ne cadrons pas les problèmes de façon identique. Mais précisément, c'est dans ces quiproquos, c'est dans ces frottements que réside la richesse de l'interdisciplinarité. L'histoire des sciences, et des sciences sociales en particulier, regorge d'exemples d'hybridation disciplinaire qui a donné lieu à des avancées significatives. Je pense, dans les domaines que je connais, au rôle qu'a eu la sociologie empirique dans la philosophie du droit, à l'influence de la psychodynamique sur la sociologie, aux apports de l'analyse économétrique sur l'analyse historique. Ces croisements entre les disciplines sont souvent à l'origine de renouvellements les plus féconds. C'est dans cette dynamique que j'espère se voir manifester aujourd'hui
et dans cette démarche à long terme que nous prenons. Ensemble, à travers nos échanges, nous pourrons contribuer à enrichir les perspectives et à renforcer la pertinence de nos travaux communs. Le dernier choix qui soutient l'idée de ce centre, à travers le choix du terme métanoïa, est celui de placer le symbolisme spirituel et religieux au centre de ce questionnement interdisciplinaire et social sur le changement. L'intellectuel de la modernité laïque est d'une certaine façon hanté par le symbolisme et les analogies religieuses. Je ne fais pas simplement référence au débat moderne sur le libre arbitre ou encore au questionnement psychanalytique sur la structure de l'inconscient, qui prolonge très directement des questionnements théologiques, comme l'a par exemple montré Henry Ellenberger dans son Histoire de la psychologie. Je parle de la tendance constante dans les sciences sociales à utiliser de façon explicite des métaphores dans les sciences religieuses pour ces cadres d'analyse pour comprendre l'humain. Prenons un exemple autour de la question du communisme. On a d'une part le concept de fétichisme de la marchandise chez Karl Marx, qui analyse le capitalisme comme une forme de religion totémique, mais autour du même objet, on trouve l'historien Yuris Leskin, qui analyse le communisme comme une religion prophétique avec ses saints, ses dogmes, son apocalypse. Ces exemples montrent comment les métaphores religieuses nourrissent les sciences sociales, que ce soit sous forme d'analogies ou de paradigmes structurants. Mais ces emprunts soulèvent une question essentielle. S'agit-il ici d'une simple métaphore? Ne risque-t-elle pas d'être utilisée à mauvais escient? Pour cela, il est crucial d'instaurer un dialogue solide entre les sciences humaines, accordant une place centrale aux sciences religieuses, qui seules nous permettent de comprendre la justesse de ce type d'analogie. Paradoxalement, ce que j'écoute dans mon domaine, et ce qu'on observe sans doute plus largement dans les sciences humaines, c'est au contraire une distance significative et même une ignorance des sciences humaines à l'égard de ce qui se produit dans les sciences religieuses. Dans mon champ, la criminologie, cette séparation est particulièrement frappante. Qui, en criminologie classique, connaît réellement l'ampleur de l'influence du christianisme sur les normes pénales, y compris dans les courants les plus récents, tels que la justice restaurative, qui trouve ses origines dans les courants anabaptistes. De la même manière, lorsqu'il s'agit des comportements délinquants, il y a une méconnaissance notable des effets de la pratique religieuse ou de la conversion religieuse sur ces comportements. Byron Johnson, par exemple, évoque dans son livre sur le sujet un véritable tabou sur le domaine. Alors que les criminologues interrogent régulièrement une multitude de variables, l'étude des programmes religieux sur la récidive, par exemple, reste particulièrement marginale ou marginalisée. A minima, nous avons tous à apprendre des questions soulevées par les sciences religieuses. Tous ceux qui s'intéressent au changement humain, qu'ils soient individuels ou collectifs, pourraient donc bénéficier d'un dialogue avec ces disciplines. Ainsi, la question qui résume le mieux ma vision initiale de ce problème de la métanoïa, pour ouvrir cette journée, je suis sûr que ça aura le temps de changer suite à nos échanges, c'est de savoir si la conversion religieuse en particulier peut servir de matrice pour une épistémologie générale du changement humain. Plutôt que de se limiter à une analogie simplifiée, ce paradigme pourrait être enrichi par une véritable collaboration interdisciplinaire par ceux qui étudient en profondeur ces phénomènes. Sur ce, je laisse la parole à Alexis, qui vous introduira plus spécifiquement au thème central de la conférence.